Je tiens encore dans mes mains le petit carré de tissu brodé que ma fille a glissé dans ma poche ce jour-là. Et chaque fois que je le regarde, je me souviens de la façon dont mes doigts ont tremblé quand j'ai compris ce que ces fils rouges voulaient me dire. Le mot était simple. Silence. Juste ce mot-là, cousu à l'intérieur d'un chemisier blanc que j'avais offert à Maëlle pour son anniversaire il y a 3 ans. Je ne savais pas encore que ce bout de tissu allait me forcer à regarder en face ce que j'avais refusé de voir pendant des années. Cette histoire n'est pas un reportage. C'est une histoire inspirée de situations que beaucoup de familles vivent en silence, surtout quand l'image publique d'un couple semble tellement parfaite que personne n'ose soulever la question de ce qui se passe vraiment derrière la porte fermée. Je la raconte comme une histoire, parce que parfois une histoire aide à comprendre à quoi ressemble un signe d'alerte avant que la vie nous la prenne trop durement. Les noms et les détails font partie du récit, mais les sentiments derrière cette histoire sont des choses que beaucoup de familles reconnaîtront. Si vous êtes parent, grand-parent ou simplement quelqu'un qui aime une personne et se demande parfois si tout va vraiment bien, cette histoire est pour vous. Je m'appelle Solange Perrin, j'ai 79 ans. Je vis seule dans un appartement du 4e étage au 18 rue Janin, à Dijon, depuis que mon mari Robert est parti il y a 6 ans. L'appartement est ancien, avec des moulures au plafond et des fenêtres qui donnent sur une petite cour pavée où les pigeons se disputent les miettes que je leur jette le matin. Je me lève tôt, comme toutes les femmes de ma génération. 6 heures. Café noir. Pain grillé. Radio France Bleu en fond sonore. Puis je m'habille, je descends chercher le courrier, je salue Madame Cartier au 1er étage, et je remonte pour ranger, lire, tricoter ou préparer une soupe. Ma vie est simple. Peut-être trop simple. Mais j'ai toujours pensé que la simplicité était une forme de dignité. J'ai eu 2 enfants. Mon fils Étienne vit à Lyon avec sa femme et leurs 2 garçons. Je les vois 3 fois par an. Ma fille Maëlle, elle, habite Dijon, à 20 minutes de chez moi en tramway. Avant son mariage, on se voyait toutes les semaines. On allait au marché ensemble le samedi matin. On achetait des tomates, des herbes fraîches, du fromage de chèvre, et on prenait un café à la terrasse du café de la gare en regardant les gens passer. Maëlle me racontait ses projets, ses lectures, ses idées. Elle voulait être bibliothécaire. Elle aimait l'odeur des vieux livres. Elle riait facilement. Puis elle a rencontré Arnaud Vasseur. Arnaud est restaurateur de meubles anciens. Il travaille dans un atelier près du centre-ville, spécialisé dans les commodes Louis XV, les fauteuils Empire, les tables marquetées. C'est un homme cultivé, toujours bien habillé, qui parle doucement et connaît l'histoire de chaque pièce qu'il touche. Quand il est venu dîner chez moi la première fois, il a apporté une bouteille de Meursault et m'a complimenté sur mes rideaux en dentelle de Calais. Il a demandé la permission avant de fumer sur le balcon. Il a aidé à débarrasser la table. Je me suis dit que Maëlle avait trouvé un homme rare, un homme qui respectait les femmes, un homme qui respectait les mères. Ils se sont mariés en 2020. Une petite cérémonie à la mairie, suivie d'un déjeuner dans un restaurant avec vue sur les vignes. Maëlle portait une robe crème, simple et élégante. Arnaud portait un costume bleu marine. Ils se tenaient en la main pendant les discours. Tout semblait parfait. Moi, j'étais heureuse, soulagée même. Ma fille avait trouvé un homme stable, un homme avec un métier, un homme qui ne criait pas, qui ne buvait pas trop, qui ne regardait pas les autres femmes. Qu'est-ce qu'une mère peut demander de plus? Mais quelque chose a changé après le mariage. Pas d'un coup, pas de façon dramatique. Juste de petits changements que j'ai remarqués sans vraiment y penser. Maëlle répondait moins vite à mes messages. Elle annulait nos sorties du samedi en disant qu'Arnaud avait besoin d'aide à l'atelier ou qu'il recevait des amis. Elle souriait toujours, mais le sourire ne montait plus jusqu'à ses yeux. Quand je lui demandais comment elle allait, elle disait toujours la même chose. « Ça va, maman. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. » Je me suis dit que c'était normal. Les jeunes mariés ont besoin de temps pour construire leur vie ensemble. Ils ont besoin d'espace. Ils ont besoin de routine. Je ne voulais pas être une de ces mères envahissantes qui appellent tous les jours et se plaignent d'être oubliées. Alors j'ai attendu. J'ai respecté la distance. J'ai continué ma vie. Marché, café, soupe, tricoter, radio, pigeon. Mais il y avait quelque chose qui me troublait. Chaque fois que je parlais à Maëlle au téléphone et qu'Arnaud était dans la pièce, elle changeait de ton. Pas beaucoup, juste assez pour que je le remarque.
Sa voix devenait plus plate. Ses réponses devenaient plus courtes. Elle disait oui ou non sans expliquer, et elle ne me posait jamais de questions. Avant, elle me demandait comment j'allais, si j'avais bien dormi, si j'avais besoin de quelque chose. Maintenant, elle répondait poliment et raccrochait vite. Un jour, je l'ai appelée pour lui demander si elle voulait venir déjeuner. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'Arnaud avait prévu quelque chose. J'ai demandé quoi. Elle a hésité, puis elle a dit qu'elle ne savait pas exactement, mais qu'il lui avait dit de garder l'après-midi libre. J'ai trouvé ça étrange. Pourquoi un mari demande à sa femme de garder du temps libre sans lui dire pourquoi? Mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas paraître intrusive. Quelques semaines plus tard, je suis passée chez eux sans prévenir. Je revenais du marché et j'avais acheté trop de fraises. Je me suis dit que j'allais en donner à Maël. Arnaud a ouvert la porte. Il m'a souri. Il m'a invité à entrer. Il m'a proposé un thé. Il a appelé Maël qui était dans la chambre. Elle est sortie en s'essuyant les mains sur un torchon. Elle avait l'air surprise, pas contente. Surprise. Elle m'a embrassée sur la joue et m'a demandé pourquoi je n'avais pas appelé avant. J'ai dit que j'étais juste dans le quartier. Arnaud a pris les fraises et a dit qu'il allait les laver. Maël est restée debout, les bras croisés, sans rien dire. J'ai remarqué quelque chose ce jour-là. Sur la table du salon, il y avait un agenda ouvert. Pas l'agenda d'Arnaud. L'agenda de Maël. Toutes les pages étaient remplies de l'écriture d'Arnaud. Rendez-vous chez le coiffeur, dîner chez les Moreau, appeler la banque, ranger le placard, laver les rideaux, appeler maman. Chaque journée était organisée à la minute près. J'ai demandé à Maël si c'était elle qui avait écrit tout ça. Elle a dit non. Arnaud a répondu depuis la cuisine que c'était lui, parce qu'il savait qu'elle oubliait souvent les choses importantes. Il a dit ça gentiment, avec un petit rire. Maël a souri. Mais je voyais qu'elle serrait les poings. Je suis restée 23 minutes. On a bu du thé, on a parlé de la météo, du prix des légumes, du cousin d'Arnaud qui venait d'acheter une maison à Beaune. Maël ne parlait presque pas. Arnaud parlait pour deux. Quand je suis partie, Maël m'a raccompagnée jusqu'à la porte. Elle m'a embrassée encore une fois et j'ai senti qu'elle me serrait un peu plus fort que d'habitude. Puis elle a murmuré quelque chose. « Maman, est-ce que tu peux m'appeler demain matin? Pas l'après-midi. » Le matin, vers 9 heures. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a secoué la tête. Elle a souri. Elle a dit que c'était rien. Juste pour parler. Avant que je puisse répondre, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Ce genre d'histoire n'est pas facile à raconter, même quand on la raconte pour aider quelqu'un. Si vous êtes encore avec moi, me feriez-vous une gentillesse? Dites-moi d'où vous regardez. Quelle ville? Quelle région? Et quelle heure il est chez vous? J'aime savoir que je ne suis pas seule avec ces souvenirs. Si cette histoire touche quelque chose en vous, laissez un j'aime. Abonnez-vous si vous voulez une autre histoire demain, parce qu'il y en a une ici chaque jour. Maintenant, laissez-moi revenir à cet après-midi-là. Le lendemain matin, j'ai appelé Maël à 9 heures précises. Elle a décroché à la première sonnerie. Elle parlait vite. Elle m'a dit qu'Arnaud était parti à l'atelier et qu'elle avait 1 heure devant elle. J'ai demandé 1 heure, pourquoi? Elle a dit pour parler, vraiment parler, sans qu'il écoute. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. J'ai demandé si tout allait bien. Elle a dit oui, puis elle a dit non. Puis elle a pleuré. Pas longtemps. Juste quelques secondes. Puis elle s'est reprise. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas m'expliquer au téléphone. Elle m'a demandé si je pouvais venir la semaine suivante pour récupérer une malle de vêtements qu'elle voulait donner à une association. J'ai dit oui. Elle m'a dit merci. Elle a raccroché. J'ai passé toute la semaine à penser à cet appel. Je me suis demandé ce qui n'allait pas. Je me suis demandé si Maël était malheureuse. Je me suis demandé si Arnaud la traitait mal. Mais je ne voyais rien de concret. Pas de bleu, pas de cris, pas de dispute publique. Juste ce silence étrange qui s'était installé entre nous. Juste cette distance qui grandissait sans que je comprenne pourquoi. Le jour du rendez-vous est arrivé. C'était un jeudi après-midi. Il faisait beau. Le ciel était bleu et les rues sentaient le pain chaud des boulangeries. Je suis montée dans le tramway ligne 1 et j'ai regardé les façades défiler par la fenêtre. Je me suis dit que peut-être j'imaginais des choses. Que peut-être Maël était juste fatiguée ou stressée ou en train de traverser une période difficile comme tout le monde en traverse.
que peut-être j'étais une vieille femme qui voyait des problèmes là où il n'y en avait pas. Je suis arrivée devant leur immeuble à 14 heures. C'est un bâtiment moderne, avec un interphone et un digicode. J'ai sonné. Arnaud a répondu. Il a dit qu'il m'attendait. Il a ouvert la porte du hall et je suis montée au 2e étage. Quand je suis arrivée sur le palier, Arnaud était là, souriant, les mains dans les poches. Il m'a embrassée sur les 2 joues. Il m'a dit que Maël préparait la malle dans la chambre et qu'il allait m'aider à la porter jusqu'à la voiture. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Il a insisté. Il a dit qu'une femme de mon âge ne devait pas porter des choses lourdes. J'ai souri poliment, mais quelque chose dans sa voix me dérangeait. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était du contrôle. Maëlle est sortie de la chambre. Elle portait un pantalon noir et un pull gris. Ses cheveux étaient attachés. Elle avait l'air pâle. Elle m'a embrassée sans me regarder dans les yeux. Elle a dit qu'elle devait d'abord choisir les bonnes pièces. Arnaud a haussé les épaules. Il a dit qu'il allait préparer du café. Maëlle m'a pris la main et m'a emmenée dans la chambre. Elle a fermé la porte derrière nous. La chambre était rangée. Trop rangée. Le lit était fait au carré. Les oreillers étaient alignés. Les livres sur l'étagère étaient classés par taille. Il n'y avait rien qui traînait. Pas de vêtements sur la chaise. Pas de chaussures près de l'armoire. Pas de tasse de thé oubliée sur la table de nuit. Rien qui ressemblait à la vie. Rien qui ressemblait à Maëlle. Sur le lit, il y avait une grande malle en osier. Maëlle l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait des vêtements soigneusement pliés. Des chemisiers, des robes, des pulls, des jupes, tous propres, tous repassés, tous empilés par couleur et par saison. Maëlle a commencé à les sortir un par un. Elle les a posés sur le lit. Elle a lissé chaque pli avec ses mains. Elle ne disait rien. Moi non plus. Je regardais ses gestes. Ils étaient lents, précis, presque mécaniques. Puis elle a pris un chemisier blanc, le chemisier que je lui avais offert pour son 33e anniversaire. Elle l'a retourné. Elle a montré l'intérieur de la couture près du col. Il y avait un petit carré de tissu brodé. Le mot « silence » était cousu en fil rouge. Maëlle m'a regardée. Elle a dit « Regarde bien, maman ». Elle a pris une autre pièce, une robe bleue. À l'intérieur, un autre mot « sourire ». Elle a pris un pull gris. Pardon, elle a pris une jupe noire. Reste. Chaque vêtement avait un mot. Chaque mot était une instruction. Silence, sourire, pardon, reste, obéis, accepte, tais-toi, aime. Je ne comprenais pas. J'ai demandé ce que c'était. Maëlle a dit que c'était des souvenirs de moments où elle avait oublié qui elle était, des moments où elle avait porté ses vêtements en suivant les règles d'Arnaud, des moments où elle avait souri alors qu'elle avait envie de pleurer, des moments où elle s'était excusée pour des choses qu'elle n'avait pas faites, des moments où elle était restée alors qu'elle voulait partir. Elle m'a expliqué qu'elle avait commencé à coudre ces mots il y a 1 an. Chaque fois qu'Arnaud lui disait comment elle devait se comporter, elle brodait le mot dans un vêtement. Chaque fois qu'il organisait sa journée sans lui demander son avis, elle brodait un mot. Chaque fois qu'il répondait à sa place devant les autres, elle brodait un mot. Chaque fois qu'il lui disait qu'elle exagérait, qu'elle était trop sensible, qu'elle oubliait toujours tout, qu'elle avait besoin de lui pour prendre les bonnes décisions, elle brodait un mot. Je veux m'arrêter ici, parce que c'est la partie que j'aurais voulu que plus de familles comprennent. Un petit changement n'est pas toujours petit. Parfois, c'est le seul langage qu'une personne blessée a encore. Si vous voyez ce que je veux dire, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez ce soir. Et si quelqu'un que vous aimez a besoin d'un rappel pour prêter attention, partagez cette histoire avec lui. Abonnez-vous si vous voulez vous asseoir avec moi demain encore. J'ai d'autres histoires à raconter et chacune porte une leçon. J'ai regardé tous ces vêtements étalés sur le lit. J'ai regardé ma fille. J'ai compris que je n'avais rien vu. Rien du tout. J'avais admiré Arnaud. J'avais admiré sa patience. J'avais admiré sa culture. J'avais admiré la façon dont il s'occupait de Maëlle. Mais je n'avais jamais demandé à Maëlle si elle voulait qu'on s'occupe d'elle comme ça. Je n'avais jamais demandé si elle était heureuse. Je n'avais jamais vraiment écouté ce qu'elle ne disait pas. Maëlle m'a pris la main. Elle m'a dit « Maman, je ne veux pas que tu me sauves aujourd'hui. Je veux que tu arrêtes de l'admirer.
Ces mots sont restés avec moi pendant des jours, des semaines, des mois. Je veux que tu arrêtes de l'admirer. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de ma fille, ses mains tenant ce chemisier blanc avec le mot « silence » brodé à l'intérieur. Je revoyais tous ses vêtements pliés sur le lit comme des preuves silencieuses. Et je me demandais comment j'avais pu passer à côté de tout ça. Comment une mère peut regarder sa fille pendant des années et ne rien voir? Je suis née en 1946, juste après la guerre. Mon père était ouvrier dans une usine de moutarde à Dijon. Ma mère s'occupait de nous 6 enfants dans un petit appartement de 2 pièces près de la gare. On vivait simplement. On mangeait ce qu'on avait. On portait les vêtements jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus. On ne se plaignait pas. C'était comme ça. Les femmes de ma génération ont appris très tôt qu'on ne posait pas trop de questions, qu'on ne dérangeait pas les hommes, qu'on faisait ce qu'on devait faire sans faire d'histoire. Quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré Robert. Il travaillait dans une imprimerie. Il était sérieux. Il ne buvait pas, il ne criait pas. Il m'a demandé en mariage après 6 mois. Mes parents ont dit oui. On s'est mariés à la mairie. On a loué un petit appartement, on a eu Étienne 2 ans plus tard, puis Maëlle 3 ans après. Robert travaillait. Je m'occupais de la maison et des enfants. C'était notre vie. Ce n'était pas toujours facile, mais c'était stable. Et la stabilité, pour nous, c'était déjà beaucoup. Robert n'était pas un homme tendre. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne me demandait jamais comment j'allais. Il rentrait du travail, il mangeait, il lisait le journal, il regardait la télévision, il allait se coucher. Mais il ne me frappait pas, il ne criait pas, il payait les factures, il restait à la maison. Pour moi, c'était suffisant. Je ne savais pas qu'on pouvait demander plus. Je ne savais même pas qu'il y avait plus à demander. Il y a eu un moment, quand Maëlle avait 7 ans, où j'ai commencé à me sentir étouffée, pas à cause de quelque chose de violent, juste à cause du silence, du manque de questions, du manque de regard, du manque de conversation. J'ai essayé d'en parler à ma mère. Je lui ai dit que je me sentais seule, même quand Robert était là. Elle m'a dit que c'était normal, que les hommes étaient comme ça, qu'ils travaillaient dur et qu'ils avaient besoin de calme à la maison. Elle m'a dit que je devais être reconnaissante d'avoir un mari qui ne buvait pas et qui ne levait pas la main. J'ai écouté. J'ai accepté. Je me suis tue. Pendant des années, j'ai vécu comme ça, en faisant ce qu'on attendait de moi, en ne posant pas de questions, en ne me plaignant pas, en souriant quand il fallait sourire, en me taisant quand il fallait se taire. Et puis, Robert est mort. Crise cardiaque. Un matin de janvier, il s'est effondré dans la salle de bain. Les pompiers sont venus, ils ont essayé de le réanimer. Ils n'ont pas pu. Il est parti. Et moi, je suis restée, seule dans cet appartement, avec tout ce silence que j'avais accepté pendant 48 ans. Les premiers mois ont été terribles. Pas parce que Robert me manquait de la façon dont on manque à quelqu'un qu'on aime, mais parce que je me suis rendu compte que je ne savais plus qui j'étais. Toute ma vie, j'avais été la femme de Robert, la mère d'Étienne et de Maëlle, la femme qui faisait les courses, qui préparait les repas, qui rangeait la maison, qui répondait poliment quand on lui parlait. Mais je ne savais pas ce que j'aimais, ce que je voulais, ce que je pensais vraiment. J'avais 73 ans et je ne me connaissais pas. C'est pour ça que j'ai compris tout de suite ce que Maëlle avait voulu dire avec ses vêtements. Parce que j'avais vécu la même chose, pas de la même manière, pas avec les mêmes mots, mais avec la même disparition lente de soi-même, avec le même effacement progressif de ce qu'on est pour devenir ce que quelqu'un d'autre veut qu'on soit. Après être rentrée chez moi ce jour-là, je me suis assise à la table de ma cuisine. J'ai sorti un cahier. J'ai commencé à écrire tout ce que j'avais remarqué depuis le mariage de Maëlle. Tous les petits détails que j'avais ignorés parce qu'ils semblaient trop petits pour être importants. J'ai écrit les dates, les conversations, les changements, les silences. Première chose, Maëlle ne choisissait plus ses vêtements. Avant le mariage, elle aimait les couleurs vives, les robes rouges, les foulards jaunes, les chaussures vertes. Après le mariage, elle ne portait que du noir, du gris, du beige, des couleurs discrètes, des couleurs qui ne dérangeaient personne. Un jour, je lui avais demandé pourquoi elle ne portait plus de rouge. Elle avait dit qu'Arnaud trouvait ça trop voyant. J'avais ri. J'avais dit que c'était un compliment. Elle n'avait pas ri. Deuxième chose.
Maëlle ne décidait plus de ses sorties. Avant le mariage, elle allait au cinéma avec ses amis. Elle allait à la bibliothèque. Elle allait se promener au parc. Après le mariage, elle ne sortait que pour aller chez Arnaud à l'atelier ou pour faire les courses. Quand je lui proposais de venir déjeuner, elle disait qu'elle devait demander à Arnaud. Je trouvais ça bizarre. Pourquoi une femme adulte doit demander la permission à son mari pour déjeuner avec sa mère? Mais je ne disais rien. Je ne voulais pas passer pour une mère possessive. Troisième chose, Maëlle ne parlait plus de ses projets. Avant le mariage, elle voulait passer le concours de bibliothécaire. Elle étudiait, elle lisait des livres sur la gestion documentaire. Elle remplissait des dossiers. Après le mariage, elle a arrêté. Quand je lui demandais pourquoi, elle disait qu'Arnaud pensait que ce n'était pas le bon moment. Qu'il devait d'abord stabiliser leur situation financière, qu'elle pourrait reprendre plus tard. Mais plus tard n'est jamais venu. Quatrième chose. Maëlle ne riait plus, pas jamais, mais moins, et différemment. Avant, son rire venait de son ventre. Il remplissait la pièce. Maintenant, son rire était poli, court, contrôlé. Comme si elle avait oublié comment laisser sortir la joie. Cinquième chose. Maëlle répondait toujours d'accord, même quand je voyais qu'elle n'était pas d'accord. Arnaud disait quelque chose. Maëlle hochait la tête. Arnaud proposait quelque chose. Maëlle disait d'accord. Arnaud racontait une histoire où elle avait tort. Maëlle souriait et confirmait, comme si son opinion n'existait plus, comme si elle s'était effacée pour laisser toute la place à lui. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Je sais que c'est lourd, mais je vous promets que je ne le raconte pas pour vous laisser dans le noir. Je le raconte parce que quelqu'un là-bas peut avoir besoin de courage, de patience ou du rappel que l'amour doit parfois poser des questions difficiles. Si cela vous aide, laissez un j'aime. Dites-moi quelle heure il est chez vous, le matin, l'après-midi ou le milieu de la nuit. Je lis ces commentaires comme des cartes postales de gens que je ne rencontrerai peut-être jamais, mais qui comptent quand même pour moi. J'ai relu mes notes. J'ai compris que ce n'était pas un problème. C'était un schéma. Un schéma qui s'était installé lentement, discrètement, presque gentiment. Arnaud n'avait jamais frappé Maëlle. Il ne criait jamais. Il ne l'insultait jamais. Mais il avait pris le contrôle de tout, de ses vêtements, de ses sorties, de ses projets, de ses décisions, de ses mots, de ses pensées. Il l'avait enfermée dans une cage invisible. Une cage faite de compliments, de conseils, de gentillesse apparente. Une cage où personne ne voyait les barreaux. Et moi, j'avais admiré ça. J'avais trouvé qu'Arnaud était attentionné, qu'il s'occupait bien d'elle, qu'il la protégeait. Je n'avais pas vu qu'il l'étouffait. Je n'avais pas vu qu'il la transformait en objet, en décoration, en quelque chose de joli, de calme, de parfait, qui ne dérange jamais personne. J'ai appelé ma voisine, Madame Cartier. Elle a 82 ans. Elle a été mariée pendant 55 ans. Son mari est mort il y a 10 ans. On prend le café ensemble le jeudi après-midi. Je lui ai raconté ce que j'avais vu chez Maëlle. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Solange, quand un homme organise toute la vie d'une femme sans lui demander ce qu'elle veut, ce n'est pas de l'amour. C'est de la décoration intérieure. » Ces mots m'ont frappé. Parce qu'elle avait raison. Arnaud traitait Maëlle comme un meuble. Un beau meuble ancien qu'il restaurait, qu'il nettoyait, qu'il cirait, qu'il plaçait exactement là où il voulait qu'il soit, qu'il montrait aux invités. Mais un meuble ne parle pas, un meuble ne choisit pas, un meuble ne rêve pas, un meuble ne vit pas. J'ai décidé de parler à mon fils Étienne. Je l'ai appelé le soir même. Je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Il m'a écouté. Puis il m'a dit « Maman, tu exagères. Arnaud est un type bien. Il a un bon métier. Il traite Maëlle comme une reine. Elle a de la chance. Beaucoup de femmes aimeraient avoir un mari comme lui. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mon propre fils ne comprenait pas. Ou il ne voulait pas comprendre. Parce que comprendre aurait signifié remettre en question sa propre vision du couple, sa propre vision du mariage, sa propre vision de ce qu'un homme doit être pour une femme. J'ai essayé de lui expliquer.
J'ai dit qu'un homme qui décide tout pour une femme ne la traite pas comme une reine. Il la traite comme une enfant, ou comme une prisonnière. Étienne a soupiré. Il m'a dit que j'étais vieille et que je ne comprenais plus comment fonctionnaient les couples modernes. Il m'a dit que Maëlle était adulte et qu'elle pouvait partir si elle voulait. Il m'a dit de ne pas me mêler de leur vie. Puis il a raccroché. Je suis restée seule avec le téléphone dans la main. Je me suis sentie ridicule. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que je projetais mes propres regrets sur la vie de ma fille. Peut-être que je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. Peut-être que Maëlle était heureuse et que je ne le voyais pas parce que j'avais été malheureuse. Mais alors je me suis souvenue de son regard, de ses mains qui tremblaient quand elle me montrait les vêtements brodés, de sa voix quand elle avait dit « Maman, je veux que tu arrêtes de l'admirer ». Et j'ai compris que je ne pouvais pas laisser tomber. Pas cette fois, pas pour elle. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une décision dans le cœur. Je n'allais pas laisser ma fille disparaître dans ce silence. Je n'allais pas rester les bras croisés en attendant qu'elle perde complètement ce qui restait d'elle. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas simplement débarquer chez elle et dire à Arnaud ce que je pensais de lui. Ce genre d'homme ne change pas parce qu'une vieille femme lui fait la morale. Ce genre d'homme est trop intelligent pour ça. Il fallait que je comprenne mieux, que je voie plus clair, que je trouve un moyen d'aider Maëlle sans la mettre en danger. J'ai commencé par faire quelque chose de simple. J'ai pris mon cahier et j'ai écrit toutes les fois où Maëlle avait essayé de me dire quelque chose sans vraiment le dire. Toutes les phrases à moitié terminées, tous les regards détournés, tous les silences trop longs. J'ai relu nos conversations téléphoniques dans ma tête. J'ai relu nos messages. J'ai cherché les mots qu'elle n'avait pas prononcés. Il y avait cette fois où elle m'avait envoyé un message en pleine nuit, 3 heures du matin. Le message disait juste « Maman, est-ce que tu dors ?» Je lui avais répondu le lendemain matin. Elle m'avait dit qu'elle n'arrivait pas à dormir et qu'elle pensait à moi. Je n'avais pas posé de questions. Maintenant, je me demandais pourquoi elle ne pouvait pas dormir. Qu'est-ce qui la tenait éveillée à 3 heures du matin? Qu'est-ce qu'elle voulait me dire sans oser le dire? Il y avait cette autre fois où je l'avais croisée au marché. Elle était seule. Elle achetait des légumes. Elle avait une liste dans la main. Une liste écrite par Arnaud. Elle suivait la liste point par point. Tomates, courgettes, carottes, oignons, persil. Rien de plus, rien de moins. Je lui avais proposé de prendre un café. Elle avait regardé sa montre. Elle avait dit qu'elle devait rentrer dans 20 minutes parce qu'Arnaud attendait les légumes pour préparer le déjeuner. J'avais dit que 20 minutes suffisaient pour un café. Elle avait dit non. Elle avait souri. Elle était partie. Il y avait aussi ce dîner de famille chez moi, 6 mois après leur mariage. J'avais invité Maëlle, Arnaud, Étienne et sa femme. On avait mangé du poulet rôti avec des pommes de terre. Pendant le repas, Arnaud avait raconté une histoire drôle sur un client qui voulait qu'il restaure une commode du XVIIIe siècle avec de la peinture acrylique. Tout le monde riait. Puis Arnaud avait dit « Maëlle aussi a des idées bizarres parfois. » L'autre jour, elle voulait peindre notre chambre en jaune. En jaune, vous imaginez? Tout le monde avait ri encore. Même Maëlle. Mais j'avais vu ses joues rougir. J'avais vu ses mains se crisper sur sa fourchette. J'avais vu qu'elle ne riait pas vraiment. Elle faisait semblant. Parce qu'Arnaud avait transformé son envie en blague. Il l'avait ridiculisée gentiment devant toute la famille. Et personne n'avait rien dit. Personne n'avait défendu Maëlle. Moi non plus. J'avais ri avec les autres. Parce que ça semblait drôle. Parce que ça semblait inoffensif. Parce que je ne comprenais pas encore que l'humiliation douce est aussi une forme de violence. Avant de continuer, je veux que vous vous souveniez de ceci. L'inquiétude n'est pas la même chose que l'accusation. Faire attention n'est pas la même chose que juger. Si l'on vous a déjà appelé dramatique alors que vous étiez simplement inquiet, écrivez le mot « écouter » dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous serai reconnaissante de le faire. Il y a une nouvelle histoire chaque jour, et peut-être que celle de demain arrivera à quelqu'un au moment exact où il en aura besoin. J'ai décidé d'aller voir Madame Renaud. C'est une ancienne assistante sociale qui habite dans mon immeuble au 3e étage. Elle a travaillé pendant 30 ans avec des femmes et des enfants en difficulté.
Elle est à la retraite maintenant, mais elle continue de donner des conseils bénévolement à une association locale. Je suis montée chez elle un après-midi. Je lui ai apporté une tarte aux pommes que j'avais faite le matin même. Elle m'a invitée à entrer. On s'est assise dans son salon. Il y avait des plantes vertes partout, des photos de ses petits-enfants sur les étagères et une odeur de café qui flottait dans l'air. Je lui ai raconté tout ce que j'avais observé, les vêtements brodés, les changements de comportement, l'agenda rempli par Arnaud, les décisions prises sans Maëlle, le rire qui s'était éteint, les projets abandonnés, le silence qui avait remplacé la parole. Madame Renaud m'a écoutée sans m'interrompre. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Solange, ce que vous décrivez s'appelle de l'emprise psychologique. Ce n'est pas de la violence physique, mais c'est de la violence quand même. C'est une façon de prendre le contrôle de quelqu'un sans laisser de traces visibles. C'est dangereux parce que personne ne le voit. Même la personne qui le subit met souvent du temps à comprendre ce qui lui arrive. Elle m'a expliqué que l'emprise commence toujours par de petites choses, par des compliments mélangés à des critiques, par des conseils qui deviennent des ordres, par de l'attention qui devient de la surveillance, par de la protection qui devient de la prison. Elle m'a dit que les hommes qui font ça sont souvent des hommes respectables, des hommes cultivés, des hommes que tout le monde admire. Parce qu'ils savent jouer le rôle parfait en public. Ils savent dire les bonnes choses. Ils savent sourire au bon moment. Ils savent se faire aimer. Elle m'a demandé si Arnaud contrôlait l'argent. J'ai réfléchi. Maëlle ne travaillait plus depuis le mariage. Elle avait abandonné son projet de devenir bibliothécaire. Elle n'avait pas de revenus personnels. Arnaud payait tout. Le loyer, les courses, les vêtements, les sorties. Tout passait par lui. Madame Renaud a hoché la tête. Elle m'a dit que c'était un signe classique. Quand une femme n'a pas d'argent à elle, elle perd sa liberté de partir. Même si elle veut partir, elle ne peut pas. Parce qu'elle n'a nulle part où aller. Parce qu'elle n'a rien pour recommencer. Elle m'a demandé si Arnaud isolait Maëlle de ses amis et de sa famille. J'ai réfléchi encore. Maëlle ne voyait plus ses anciennes amies. Elle ne venait plus déjeuner avec moi le samedi. Elle ne participait plus aux réunions de famille. Elle était toujours occupée, ou fatiguée, ou en train d'aider Arnaud. Madame Renaud a hoché la tête encore une fois. Elle m'a dit que l'isolement était une autre tactique. Quand une femme n'a plus personne autour d'elle, elle n'a plus personne pour lui dire que ce qu'elle vit n'est pas normal. Elle commence à croire que le problème vient d'elle, qu'elle exagère, qu'elle est trop sensible, qu'elle a de la chance d'avoir un mari comme lui. Madame Renaud m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit « Votre fille a besoin d'aide, mais vous ne pouvez pas la forcer à partir. Vous ne pouvez pas la sauver malgré elle. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rester présente, garder le contact, lui rappeler qu'elle a une place chez vous, lui rappeler qu'elle n'est pas seule, et documenter tout ce que vous voyez. Parce qu'un jour, elle aura peut-être besoin de preuves. Je suis rentrée chez moi avec un poids dans le ventre. Un poids fait de peur, de colère et de culpabilité. Peur pour Maëlle, colère contre Arnaud, culpabilité pour toutes les fois où j'avais fermé les yeux, toutes les fois où j'avais trouvé des excuses, toutes les fois où j'avais préféré croire que tout allait bien parce que c'était plus facile que de regarder la vérité en face. J'ai commencé à appeler Maëlle plus souvent. Pas tous les jours, parce que je ne voulais pas qu'Arnaud trouve ça suspect, mais 2 ou 3 fois par semaine. Je choisissais des moments où je pensais qu'elle serait seule, le matin vers 9h, quand Arnaud était à l'atelier, ou l'après-midi vers 14h, quand il avait ses rendez-vous avec les clients. Au début, Maëlle répondait poliment. Elle me parlait de la météo, des courses, de ce qu'elle avait préparé à manger, rien d'important, rien de personnel. Mais petit à petit, elle a commencé à s'ouvrir. Pas beaucoup, juste un peu, juste assez pour que je sente qu'elle avait besoin de parler. Un jour, je lui ai demandé si elle était heureuse. Elle a fait une pause, une longue pause, puis elle a dit « Je ne sais pas, maman, je ne sais plus ce que ça veut dire, être heureuse. » J'ai senti mon cœur se serrer, j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a dit « Je veux dire que j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, un mari, un appartement, de quoi manger, des vêtements, une famille. Mais je ne me sens pas heureuse. Je me sens vide, comme si j'avais oublié qui j'étais.
J'ai voulu lui dire qu'elle n'avait pas oublié qui elle était, qu'Arnaud lui avait pris qui elle était. Mais je ne l'ai pas dit, parce que Madame Renaud m'avait prévenu. Elle m'avait dit que si je critiquais Arnaud trop directement, Maëlle allait le défendre. Parce que c'est ce que font les personnes sous emprise. Elles défendent leur bourreau. Parce qu'elles ont été conditionnées à croire que le problème vient d'elles, pas de lui. Alors j'ai juste dit, tu as le droit de te sentir comme tu te sens. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin d'avoir une raison valable. Si tu te sens vide, c'est que quelque chose ne va pas. Et ce quelque chose mérite qu'on y prête attention. Maëlle a pleuré, pas longtemps, juste quelques secondes. Puis elle a dit qu'elle devait raccrocher parce qu'Arnaud allait rentrer. J'ai dit d'accord. J'ai dit que je l'aimais. Elle a dit qu'elle m'aimait aussi. Elle a raccroché. J'ai continué à noter tout ce qu'elle me disait. Toutes les petites phrases, tous les silences, tous les moments où elle semblait vouloir dire quelque chose, mais se retenait. J'ai noté les dates, les heures, les contextes. Je ne savais pas encore à quoi ces notes allaient servir, mais je savais qu'elles servaient à quelque chose. Qu'un jour, peut-être, elles aideraient Maëlle à se souvenir de ce qu'elle avait vécu, à se souvenir qu'elle n'avait pas inventé tout ça, qu'elle n'était pas folle, qu'elle avait des raisons de se sentir comme elle se sentait. Un soir, Arnaud m'a appelé. C'était la première fois qu'il m'appelait lui-même. Il m'a dit qu'il voulait me parler de Maëlle. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai demandé ce qui se passait. Il a dit que Maëlle allait mal, qu'elle était fatiguée, qu'elle ne dormait pas bien, qu'elle pleurait souvent sans raison. Il a dit qu'il s'inquiétait pour elle, qu'il pensait qu'elle avait peut-être besoin de voir un médecin, peut-être même un psychiatre. J'ai senti quelque chose de froid descendre le long de mon dos, parce que je savais ce qu'il était en train de faire. Il était en train de préparer le terrain. Il était en train de planter l'idée que Maëlle était fragile, instable, peut-être même malade. Comme ça, si elle essayait de parler, si elle essayait de partir, personne ne la croirait. Tout le monde dirait qu'elle exagérait, qu'elle était dépressive, qu'elle avait besoin d'aide. Qu'Arnaud était un saint de rester avec elle malgré tout. J'ai pris une grande inspiration. J'ai dit « Arnaud, est-ce que tu as demandé à Maëlle ce qu'elle ressent? Est-ce que tu lui as demandé ce qui la rend triste ?» Il a dit « Bien sûr, mais elle ne veut pas parler. Elle dit que tout va bien, mais je vois bien que tout ne va pas bien. » J'ai dit « Peut-être qu'elle a besoin d'un peu plus de liberté. Peut-être qu'elle a besoin de reprendre ses projets, de revoir ses amis, de sortir un peu plus. » Arnaud a ri. Un petit rire doux. Un rire qui disait que je ne comprenais rien. Il a dit « Solange, vous savez que Maëlle est libre de faire ce qu'elle veut. Je ne l'empêche de rien. Mais elle préfère rester à la maison. Elle préfère m'aider à l'atelier. Elle préfère qu'on passe du temps ensemble. C'est son choix. Je le respecte. » J'ai serré les dents. J'ai dit « D'accord, Arnaud. Merci de m'avoir appelé. » Il a dit « De rien. Je voulais juste que vous soyez au courant, au cas où elle vous appellerait en pleurant ou en disant des choses étranges. Il ne faut pas trop vous inquiéter. C'est juste une phase. Ça va passer. » Il a raccroché. Je suis restée assise dans mon salon avec le téléphone dans la main. Je tremblais, parce que je venais de comprendre à quel point Arnaud était dangereux. Il ne criait pas, il ne menaçait pas, il ne frappait pas. Mais il savait exactement comment manipuler les gens, comment planter des doutes, comment se faire passer pour la victime, comment transformer Maëlle en problème. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, je veux que vous sachiez quelque chose. Les hommes violents ne sont pas toujours ceux qui crient et qui frappent. Parfois, ce sont ceux qui parlent doucement et qui sourient poliment. Parfois, ce sont ceux que tout le monde admire. Si cette histoire vous rappelle quelque chose, si vous connaissez quelqu'un qui vit une situation similaire, laissez un j'aime pour que je sache que ces mots comptent. Abonnez-vous pour une nouvelle histoire demain. Et écrivez le mot « voir » dans les commentaires si vous comprenez pourquoi il est si important de regarder au-delà des apparences. Le lendemain, j'ai appelé Maëlle. Elle n'a pas répondu. J'ai rappelé 1 heure plus tard. Pas de réponse. J'ai envoyé un message. Pas de réponse. J'ai attendu toute la journée. Rien. Le soir, j'ai reçu un message d'Arnaud. Il disait « Solange, Maëlle ne se sent pas bien. Elle a besoin de repos. Je vais m'occuper d'elle. Je vous tiendrai au courant. » J'ai senti la panique monter.
J'ai appelé encore. Arnaud a décroché. Il a dit que Maëlle dormait, qu'elle avait pris un calmant, qu'elle irait mieux demain. J'ai demandé à lui parler. Il a dit que ce n'était pas une bonne idée, qu'elle avait besoin de calme. J'ai insisté. Il a dit qu'il devait raccrocher. Il a raccroché. Je ne savais plus quoi faire. J'avais peur. Peur qu'Arnaud soit en train de l'enfermer complètement. Peur qu'il soit en train de la convaincre qu'elle était folle. Peur qu'elle perde le peu de force qu'il lui restait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit avec la lumière allumée. Je regardais le petit carré de tissu brodé que Maëlle m'avait donné. Le mot « silence ». Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser ce mot avoir le dernier mot. Que je devais faire quelque chose. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'une vieille femme de 79 ans peut faire contre un homme intelligent, cultivé, respecté, qui sait exactement comment jouer le jeu ? Et puis je me suis souvenue de quelque chose. Quelque chose que Maëlle avait dit ce jour-là dans la chambre. Elle avait dit « Maman, je ne veux pas que tu me sauves aujourd'hui. Je veux que tu arrêtes de l'admirer. » Et j'ai compris. Je ne pouvais pas sauver Maëlle, mais je pouvais arrêter de donner du pouvoir à Arnaud. Je pouvais arrêter de le complimenter, de le respecter, de le traiter comme un bon mari. Je pouvais commencer à voir ce qu'il était vraiment. Et je pouvais aider les autres à le voir aussi. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'allais aller chez Maëlle sans prévenir. J'allais frapper à la porte. J'allais demander à la voir. Et je n'allais pas partir tant que je ne lui aurais pas parlé. Arnaud pouvait essayer de m'éloigner. Il pouvait essayer de me manipuler. Mais je n'allais pas le laisser me dire que ma propre fille était trop malade pour me voir. Je me suis habillée. J'ai mis mon manteau. J'ai pris mon sac. J'ai descendu les escaliers lentement parce que mes genoux me font mal le matin. J'ai pris le tramway ligne 1 jusqu'à leur quartier. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Je ne savais pas comment Arnaud allait réagir. Mais je savais que je devais y aller. Je suis arrivée devant leur immeuble à 9h30. J'ai sonné à l'interphone. Personne n'a répondu. J'ai sonné encore. Toujours rien. J'ai attendu. Puis une voisine est sortie de l'immeuble. Je lui ai demandé si elle connaissait Maëlle et Arnaud du 2e étage. Elle a dit oui. Je lui ai dit que j'étais la mère de Maëlle et que je n'arrivais pas à joindre ma fille. Elle a hésité. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle m'a dit qu'elle avait entendu Maëlle pleurer la nuit précédente, vers minuit. Elle pleurait fort. Puis elle avait entendu la voix d'Arnaud. Il parlait doucement. Il répétait la même phrase encore et encore. « Calme-toi, calme-toi. Tout va bien, calme-toi. » Puis le silence. La voisine m'a dit qu'elle avait pensé à appeler quelqu'un, mais qu'elle ne savait pas qui, et qu'elle ne voulait pas se mêler de ce qui ne la regardait pas. Je l'ai remerciée. Je lui ai demandé si elle pouvait me laisser entrer dans l'immeuble. Elle a accepté. Je suis montée au 2e étage. J'ai frappé à la porte. Pas de réponse. J'ai frappé encore. Plus fort. Toujours rien. J'ai collé mon oreille contre la porte. J'ai entendu des bruits. Quelqu'un bougeait à l'intérieur. Quelqu'un marchait. Puis la porte s'est ouverte. C'était Arnaud. Il portait un pantalon de costume et une chemise blanche. Il n'avait pas l'air surpris de me voir. Il a souri. Il a dit « Solange ». Quelle surprise! J'ai dit « Je veux voir Maëlle ». Il a dit « Elle dort encore, elle a passé une mauvaise nuit ». J'ai dit « Je veux la voir quand même ». Il a secoué la tête. Il a dit « Ce n'est pas une bonne idée. Elle a besoin de repos. Le médecin a dit qu'elle devait éviter le stress ». J'ai senti la colère monter en moi. J'ai dit « Arnaud, je suis sa mère, je ne vais pas la stresser. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien ». Il a continué à sourire. Il a dit « Je comprends, mais vous devez me faire confiance. Je sais ce qui est bon pour elle. Vous pourrez la voir plus tard, quand elle ira mieux. » J'ai planté mes yeux dans les siens. J'ai dit « Non, je veux la voir maintenant. » Arnaud a perdu son sourire. Il a dit « Solange, vous dépassez les bornes. C'est ma maison, c'est ma femme, et vous n'avez pas le droit d'entrer sans mon accord. » À ce moment-là, j'ai entendu une voix faible, une voix qui venait de la chambre. « Maman,
C'est bon. Laisse-la entrer. Arnaud a serré les dents. Il a hésité, puis il a reculé. Il a ouvert la porte un peu plus grand. Il m'a laissé passer. Je suis entrée dans l'appartement. Tout était parfaitement rangé. Pas un coussin de travers, pas une tasse sur la table, pas un livre ouvert. Rien qui ressemblait à de la vie. J'ai traversé le salon. J'ai ouvert la porte de la chambre. Maëlle était assise sur le lit. Elle portait une chemise de nuit blanche. Ses cheveux étaient détachés. Elle avait les yeux rouges, les joues gonflées, les mains posées sur ses genoux. Elle m'a regardé. Elle a souri. Un sourire fatigué. Un sourire qui disait « Je suis contente que tu sois là, mais je ne sais pas si je peux te le dire. » Je me suis assise à côté d'elle. J'ai pris sa main. Elle était froide. J'ai dit « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a secoué la tête. Elle a dit « Rien, maman. Je suis juste fatiguée. » J'ai dit « Maëlle, je sais que ce n'est pas rien. Tu peux me parler. Tu peux tout me dire. » Elle a regardé vers la porte. Arnaud était là. Il nous observait, les bras croisés, le visage neutre. Maëlle a baissé les yeux. Elle a dit « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tout va bien, je te promets. J'ai juste besoin de repos. » J'ai compris qu'elle ne pouvait pas parler devant lui, qu'elle avait peur, ou qu'elle avait honte, ou qu'elle ne savait plus comment mettre des mots sur ce qu'elle vivait. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je suis restée. Je suis restée assise à côté d'elle. Je lui ai tenu la main. Je lui ai caressé les cheveux. Je ne lui ai pas posé de questions. Je ne l'ai pas forcée à parler. Je lui ai juste montré que j'étais là, que je ne partais pas, que je ne l'abandonnais pas. Arnaud est resté dans l'encadrement de la porte pendant 10 minutes. Puis il a dit qu'il devait aller à l'atelier. Il a dit qu'il reviendrait à midi. Il a embrassé Maëlle sur le front. Il m'a regardé. Il a dit « Solange, ne la fatiguez pas trop. Elle a besoin de calme. » Puis, il est parti. Dès que la porte d'entrée s'est refermée, Maëlle a éclaté en sanglots. Elle a pleuré comme une petite fille. Elle a pleuré comme si elle avait retenu ses larmes pendant des mois, des années peut-être. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai serrée fort. J'ai dit « C'est bon, je suis là. Tu n'es pas seule. Pleure autant que tu veux. Je suis là. » Elle a pleuré longtemps, puis elle s'est calmée. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Elle m'a regardée. Elle a dit « Maman, je ne sais plus quoi faire. » J'ai dit « Raconte-moi tout. » Elle a pris une grande inspiration et elle a commencé à parler. Elle m'a dit qu'au début, tout allait bien, qu'Arnaud était attentionné, doux, patient, qu'il l'écoutait, qu'il la faisait rire, qu'il lui disait qu'elle était belle, qu'elle était intelligente, qu'elle était la femme de sa vie. Puis, petit à petit, les compliments sont devenus des critiques déguisées. « Tu es belle, mais tu serais encore plus belle si tu portais des couleurs plus sobres. Tu es intelligente, mais parfois tu dis des choses sans réfléchir. Tu es la femme de ma vie, mais j'ai besoin que tu me fasses plus confiance. » Elle m'a dit qu'Arnaud avait commencé à organiser sa vie. D'abord juste un peu. Il proposait des idées pour mieux gérer son temps, pour mieux gérer leur argent, pour mieux gérer la maison. Puis les propositions sont devenues des attentes. Puis les attentes sont devenues des règles. Puis les règles sont devenues des obligations. Et si elle ne suivait pas les règles, il ne criait pas, il ne se fâchait pas. Il avait juste l'air déçu, triste, blessé. Il disait qu'il faisait tout ça pour elle, pour leur bien, pour leur avenir, et qu'elle ne comprenait pas à quel point il l'aimait. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de lui parler, de lui dire qu'elle se sentait étouffée, qu'elle avait besoin de plus de liberté, qu'elle voulait reprendre son projet de devenir bibliothécaire. Il l'avait écoutée. Il avait hoché la tête. Il avait dit qu'il comprenait. Puis il avait expliqué pourquoi ce n'était pas le bon moment, pourquoi elle devait attendre, pourquoi elle devait lui faire confiance. Et à chaque fois, elle finissait par dire d'accord. Parce qu'il avait toujours des arguments logiques, toujours des raisons valables, et qu'elle finissait par penser que c'était elle qui exagérait, que c'était elle qui était trop sensible, que c'était elle qui ne savait pas apprécier sa chance. Elle m'a dit qu'elle avait commencé à broder ces mots dans ses vêtements pour se souvenir, pour se rappeler qu'elle n'était pas folle, que ce qu'elle ressentait était réel, que ces moments où elle avait dû se taire, sourire, pardonner, rester, obéir, accepter, n'étaient pas des inventions.
C'étaient des choses qui lui étaient vraiment arrivées, et qu'elle avait besoin de les garder quelque part. Parce qu'Arnaud était tellement doué pour réécrire l'histoire, pour transformer ses inquiétudes en dramatisation, pour transformer ses besoins en caprices, pour transformer sa douleur en fragilité. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, je veux que vous sachiez que vous avez donné à cette vieille femme le cadeau d'être entendue. Laissez un j'aime si cette histoire vous a donné quelque chose à réfléchir. Abonnez-vous si vous voulez une autre histoire demain. Et si vous avez vraiment écouté, écrivez le mot « voir » dans les commentaires. Pas parce que la vie est facile, mais parce que voir vraiment commence quand quelqu'un prête enfin attention. Dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. De mon cœur au vôtre, prenez soin des gens qui vous font confiance. J'ai écouté Maëlle sans l'interrompre. Quand elle a fini de parler, je lui ai posé une question. Une seule question. Est-ce que tu veux partir ? Elle a baissé les yeux. Elle a dit « Je ne sais pas. Parfois oui, parfois non. Parfois, je me dis que je devrais être reconnaissante, qu'il ne me frappe pas, qu'il ne me trompe pas, qu'il paie les factures, qu'il s'occupe de moi. Parfois, je me dis que je suis ingrate de me plaindre, que d'autres femmes vivent des choses bien pires, que je devrais arrêter de tout dramatiser. J'ai pris son visage entre mes mains. J'ai dit « Maëlle, écoute-moi bien. Ce que tu vis n'a pas besoin d'être le pire pour être grave. Tu n'as pas besoin d'avoir des bleus pour avoir le droit de souffrir. Tu n'as pas besoin d'être battue pour avoir le droit de partir. Si tu te sens vide, si tu te sens prisonnière, si tu ne te reconnais plus, c'est suffisant. C'est plus que suffisant. » Elle a pleuré encore. Puis elle m'a demandé quelque chose. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Si je pouvais l'héberger quelques jours, juste pour respirer, juste pour réfléchir, juste pour retrouver un peu de clarté. J'ai dit oui. Évidemment oui. Tout de suite oui. On a préparé un petit sac, quelques vêtements, une brosse à dents, un livre, le carnet où elle écrivait parfois, et tous les vêtements brodés. Elle a dit qu'elle ne voulait pas les laisser ici, qu'elle avait peur qu'Arnaud les trouve, qu'elle avait besoin de les garder avec elle, comme des preuves, comme des témoins silencieux de ce qu'elle avait vécu. On est parti avant qu'Arnaud ne rentre. On a pris le tramway ensemble. Maëlle regardait par la fenêtre. Elle ne parlait pas. Elle serrait son sac contre elle. Je voyais qu'elle avait peur, mais je voyais aussi qu'elle respirait un peu mieux, qu'elle se tenait un peu plus droite, qu'il y avait quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à du soulagement. Quand on est arrivé chez moi, je lui ai préparé du thé. On s'est assise à la table de la cuisine. Elle a regardé autour d'elle, les moulures au plafond, les rideaux en dentelle, les photos sur le buffet. Elle a dit « Maman, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue ici. » J'ai dit « Je sais, mais tu es là maintenant, et tu peux rester aussi longtemps que tu veux. » Elle a souri. Un vrai sourire. Le premier vrai sourire que je voyais sur son visage depuis des mois. Et j'ai su qu'on venait de franchir une étape. Une petite étape, mais une étape quand même. 3 mois ont passé depuis ce jour où Maëlle est venue vivre chez moi. 3 mois qui ont été à la fois les plus difficiles et les plus précieux de ma vie. Parce que j'ai vu ma fille se reconstruire. Lentement, douloureusement, mais vraiment. Et j'ai compris que parfois, sauver quelqu'un ne veut pas dire le sortir d'un endroit dangereux en une seule fois. Parfois, sauver quelqu'un veut dire être là jour après jour pendant qu'il apprend à se sauver lui-même. Les premiers jours ont été les plus durs. Maëlle pleurait beaucoup. Elle passait des heures assise dans le fauteuil près de la fenêtre, à regarder la cour en bas sans vraiment la voir. Elle ne mangeait presque rien. Elle ne dormait pas bien. Elle sursautait chaque fois que le téléphone sonnait. Elle vérifiait la porte d'entrée plusieurs fois par jour pour s'assurer qu'elle était bien fermée. Elle avait peur qu'Arnaud vienne la chercher, qu'il frappe à la porte, qu'il exige qu'elle rentre. Et elle ne savait pas si elle aurait la force de dire non. Arnaud a appelé. Beaucoup. Il a appelé Maëlle. Elle n'a pas répondu. Il a appelé mon téléphone fixe. J'ai répondu une fois. Il m'a demandé où était Maëlle. J'ai dit qu'elle était chez moi et qu'elle allait bien. Il a dit qu'il voulait lui parler. J'ai dit qu'elle n'était pas prête. Il a dit que c'était sa femme et qu'il avait le droit de savoir où elle était. J'ai dit que Maëlle était adulte et qu'elle avait le droit de prendre une pause si elle en avait besoin.
Il a changé de ton. Il est devenu doux, presque suppliant. Il a dit qu'il l'aimait, qu'il s'inquiétait pour elle, qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé, qu'il voulait juste qu'elle rentre à la maison pour qu'il puisse en parler calmement. J'ai failli craquer. Parce qu'il avait l'air sincère, parce qu'il avait l'air blessé, parce qu'une partie de moi voulait encore croire qu'il était juste un homme maladroit qui aimait sa femme mais ne savait pas comment bien s'y prendre. Mais alors, je me suis souvenu de tous ces vêtements brodés, de tous ces mots cousus dans le silence. Silence, sourire, pardon, reste. Et j'ai compris que la sincérité d'Arnaud n'était pas de l'amour. C'était du contrôle déguisé en amour. Et que si Maëlle rentrait maintenant, elle perdrait le peu de force qu'elle venait de retrouver. J'ai dit à Arnaud que Maëlle avait besoin de temps, qu'elle le contacterait quand elle serait prête. Il a dit que ce n'était pas normal, que les couples devaient régler leurs problèmes ensemble, que fuir n'était pas une solution. J'ai dit que prendre du recul n'était pas fuir, que réfléchir n'était pas abandonner, que Maëlle avait le droit de respirer sans qu'on lui dise comment. Il a raccroché. Il n'a plus rappelé pendant 2 semaines. Pendant ce temps, Maëlle a commencé à parler. Pas tout de suite, pas en une seule fois, mais petit à petit. Elle me racontait des souvenirs, des moments où elle s'était sentie humiliée, des moments où elle s'était sentie invisible, des moments où elle avait eu l'impression de perdre un morceau d'elle-même sans même s'en rendre compte. Elle m'a raconté ce dîner chez des amis d'Arnaud où il avait corrigé tout ce qu'elle disait. Elle parlait d'un livre qu'elle avait aimé et il disait « Non, ce n'est pas vraiment ce que le livre dit, tu n'as pas bien compris ». Elle parlait de son ancien travail à la médiathèque et il disait « Oui, mais elle ne faisait que du classement, rien de très intellectuel ». Elle donnait son avis sur un film et il disait « Maëlle a des goûts un peu particuliers, il ne faut pas trop l'écouter ». Chaque fois, il souriait. Chaque fois, les autres riaient poliment. Et chaque fois, Maëlle se sentait un peu plus petite, un peu plus stupide, un peu plus convaincue qu'elle ne savait rien et qu'elle avait de la chance qu'Arnaud soit là pour la guider. Elle m'a raconté aussi cette fois où elle avait voulu acheter une robe pour l'anniversaire de son amie. Une robe rouge, avec des fleurs blanches. Elle l'avait essayée dans la boutique. Elle se trouvait belle dedans. Elle se sentait vivante. Arnaud était avec elle. Il avait regardé la robe. Il avait dit que c'était joli, mais que ce n'était pas vraiment son style. Qu'elle serait mieux dans quelque chose de plus sobre, de plus élégant, de plus elle. Maëlle avait regardé la robe encore une fois. Elle ne la trouvait plus aussi belle. Elle s'était dit qu'Arnaud avait raison, qu'elle ne savait pas bien choisir, qu'elle avait besoin de lui pour avoir bon goût. Elle avait remis la robe sur le cintre. Elle était rentrée à la maison avec une robe grise qu'Arnaud avait choisie. Elle ne l'avait jamais portée. Je veux m'arrêter ici pour vous dire quelque chose d'important. Si vous écoutez cette histoire et que vous reconnaissez des choses dans votre propre vie ou dans la vie de quelqu'un que vous aimez, je veux que vous sachiez ceci. L'emprise ne commence jamais par de la violence. Elle commence par de l'attention, par de la gentillesse, par des compliments. Puis lentement, très lentement, cette attention devient de la surveillance. Cette gentillesse devient du contrôle. Ces compliments deviennent des critiques déguisées. Et un jour, vous vous réveillez et vous ne vous reconnaissez plus. Si cette histoire vous touche, laissez un j'aime. Abonnez-vous pour entendre d'autres histoires qui peuvent vous aider à comprendre ce que les mots seuls ne disent pas toujours. Et écrivez le mot liberté dans les commentaires si vous croyez que chaque personne mérite de choisir sa propre vie. Au bout de 3 semaines, Maëlle a commencé à sortir un peu. Elle allait au marché avec moi le samedi matin. Elle achetait ce qu'elle voulait. Des tomates même si elles n'étaient pas sur la liste. Des fraises même si ce n'était pas la saison. Du pain aux noix même si Arnaud n'aimait pas ça. Des petites choses, des petites décisions. Mais pour elle, c'étaient des victoires immenses. Elle a aussi recommencé à lire. Elle s'installait sur le canapé avec une couverture et elle lisait pendant des heures. Des romans, des essais, des poèmes. Tout ce qu'elle n'avait plus lu depuis des mois parce qu'Arnaud trouvait toujours que les livres qu'elle choisissait n'étaient pas assez intéressants ou qu'elle passait trop de temps à lire au lieu de faire des choses utiles. Un jour, elle m'a demandé si elle pouvait appeler son ancienne collègue de la médiathèque.
celle avec qui elle déjeunait tous les jeudis avant son mariage, celle qu'elle n'avait plus vue depuis 2 ans parce qu'Arnaud disait qu'elle était une mauvaise influence. J'ai dit bien sûr. Elle a appelé. Elles ont parlé pendant 1 heure. Elles ont ri. Elles ont pleuré. Elles se sont donné rendez-vous pour un café. Quand Maëlle a raccroché, elle avait les yeux brillants. Elle m'a dit « Maman, j'avais oublié ce que ça faisait d'avoir une amie. J'avais oublié ce que ça faisait de parler avec quelqu'un sans avoir peur de dire la mauvaise chose. » Arnaud a recommencé à appeler au bout de 2 semaines. Cette fois, il a changé de stratégie. Il ne suppliait plus. Il ne se disait plus inquiet. Il était en colère. Il disait que Maëlle exagérait, qu'elle faisait un drame pour rien, qu'elle avait tout ce qu'une femme pouvait désirer et qu'elle se comportait comme une enfant gâtée. Il disait que j'étais une mauvaise mère parce que je l'encourageais à détruire son mariage, que j'étais jalouse de son bonheur, que je voulais la garder pour moi parce que j'étais seule et malheureuse. Maëlle a entendu ces messages sur le répondeur. Elle a pleuré, pas parce qu'elle le croyait, mais parce qu'elle reconnaissait cette tactique. Arnaud faisait exactement ce qu'il avait toujours fait. Il essayait de la faire douter, il essayait de la faire culpabiliser, il essayait de la convaincre que le problème venait d'elle et non de lui. Madame Renaud, l'ancienne assistante sociale, est venue nous voir. Je lui avais parlé de la situation. Elle a proposé d'aider Maëlle à comprendre ce qu'elle vivait. Elle lui a expliqué ce qu'était l'emprise psychologique. Elle lui a expliqué les mécanismes de manipulation. Elle lui a expliqué pourquoi c'était si difficile de partir, pourquoi on doute, pourquoi on se sent coupable, pourquoi on a l'impression d'exagérer. Elle lui a dit qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'était pas trop sensible, qu'elle n'était pas ingrate, qu'elle était juste une femme qui avait vécu sous contrôle pendant trop longtemps et qui commençait enfin à reprendre sa vie en main. Maëlle a écouté, elle a posé des questions, elle a pleuré, elle a hoché la tête, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Ce n'était plus de la confusion, ce n'était plus de la honte, c'était de la clarté. Une clarté douloureuse, mais une clarté quand même. Madame Renaud lui a aussi parlé de ses droits. Elle lui a dit qu'elle pouvait demander une séparation, qu'elle pouvait demander à récupérer ses affaires sans voir Arnaud, qu'elle pouvait se faire accompagner par la police si elle avait peur, qu'elle pouvait demander de l'aide à des associations spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences psychologiques, qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait des gens formés pour l'aider à traverser cette étape. Maëlle a pris des notes, elle a demandé des adresses, des numéros de téléphone, des noms de structures. Elle commençait à construire un plan. Pas un plan de vengeance, pas un plan de confrontation spectaculaire, juste un plan pour se protéger, pour se reconstruire, pour retrouver qui elle était avant qu'Arnaud ne lui dise qui elle devait être. Un matin, environ 2 mois après son arrivée chez moi, Maëlle s'est réveillée et elle m'a dit qu'elle voulait retourner chez elle. Pas pour rester, mais pour récupérer ses affaires, pour fermer ce chapitre, pour dire à Arnaud qu'elle voulait divorcer. Mon cœur s'est serré. J'avais peur. Peur qu'elle change d'avis en le voyant. Peur qu'il la manipule encore une fois. Peur qu'elle retombe dans cette cage invisible. Mais Maëlle m'a regardée avec des yeux calmes, des yeux déterminés. Elle m'a dit « Maman, je sais ce que tu penses, et tu as raison d'avoir peur. Moi aussi j'ai peur. Mais je ne peux pas avancer si je ne fais pas ça. Je ne peux pas me reconstruire si je laisse mes affaires là-bas comme si j'allais revenir un jour. J'ai besoin de récupérer mes livres, mes vêtements, mes papiers. J'ai besoin de lui dire en face que c'est fini. Pas par message, pas par avocat, en face. Parce que j'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux le faire. » On a organisé la visite. Madame Renaud a proposé de venir avec nous. On a aussi demandé à un policier municipal, un ami d'une voisine, de nous accompagner au cas où les choses se passeraient mal. On a choisi un jour où Arnaud serait à l'atelier. On a appelé avant pour le prévenir. Maëlle lui a dit qu'elle venait chercher ses affaires et qu'elle voulait qu'il soit là pour qu'il puisse parler. Arnaud a accepté. Il a dit qu'il était content qu'elle veuille enfin discuter, qu'il savait qu'elle finirait par comprendre qu'elle avait exagéré, qu'il était prêt à lui pardonner. Maëlle n'a rien répondu. Elle a juste donné l'heure. 14 heures, le jeudi. Le jeudi est arrivé. On s'est habillés. Maëlle a mis un pantalon noir et un pull rouge. Le rouge qu'elle n'avait plus porté depuis son mariage.
Elle a attaché ses cheveux. Elle a pris son sac. Elle a pris une grande inspiration. On est parti. Quand on est arrivé devant l'immeuble, le policier et Madame Renaud nous attendèrent déjà. On est montés ensemble au 2e étage. Maël a sonné. Arnaud a ouvert la porte. Il a souri en voyant Maël. Puis, il a vu Madame Renaud. Puis, le policier. Son sourire s'est figé. Il a demandé pourquoi on était toutes là. Maël a dit « Parce que j'ai besoin de témoins. Parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité. » Arnaud a eu l'air blessé. Il a dit « Maël, comment tu peux dire ça? Je ne t'ai jamais fait de mal. Je t'aime. » Maël a dit « Arnaud, tu m'as aimé à ta façon. Mais ta façon m'a effacée. Ta façon m'a rendue silencieuse. Ta façon m'a transformée en quelque chose que je ne suis pas, et je ne veux plus vivre comme ça. » Arnaud a voulu répondre. Maël a levé la main. Elle a dit « Non, laisse-moi finir. Pendant des mois, tu as décidé de tout. De mes vêtements, de mes sorties, de mes amis, de mes projets, de ce que je devais penser, de ce que je devais ressentir. Tu m'as dit que c'était parce que tu m'aimais, que c'était pour mon bien, que tu voulais juste me protéger. Mais protéger quelqu'un ne veut pas dire l'enfermer. Aimer quelqu'un ne veut pas dire le contrôler. » Arnaud a secoué la tête. Il a dit « Maël, tu déformes tout. Je ne t'ai jamais contrôlé. Je t'ai juste aidé à prendre de meilleures décisions. Parce que tu sais bien que tu oublies toujours tout, que tu es trop sensible, que tu as besoin de quelqu'un pour te guider. » Maël a souri. Un sourire triste. Elle a dit « Tu vois, c'est exactement ça. Tu es convaincu que je ne peux pas me débrouiller sans toi, que je ne sais pas penser sans toi, que je ne suis rien sans toi. Mais ce n'est pas vrai, Arnaud. Je suis quelqu'un. J'ai un cerveau. J'ai des envies. J'ai des opinions. Et je n'ai pas besoin que tu les valides ou que tu les corriges pour qu'elles existent. » Arnaud a essayé de s'approcher d'elle. Le policier s'est avancé. Arnaud s'est arrêté. Il a dit « Maël, s'il te plaît, on peut en parler calmement. On peut trouver une solution. » Maël a secoué la tête. Elle a dit « La solution, c'est que je parte, que je reprenne ma vie, que je redevienne moi. Je suis venue chercher mes affaires et je suis venue te dire que je veux divorcer. » Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau. Arnaud est devenu pâle. Il a dit « Tu ne peux pas faire ça. On est mariés. On a fait des promesses. » Maël a dit « Oui, et toi, tu as promis de me respecter, de m'honorer, de m'aimer. Mais tu ne m'as jamais demandé ce que ces mots voulaient dire pour moi. Tu as juste décidé à ma place. » On a récupéré les affaires de Maël. Ses livres, ses vêtements, ses papiers, et tous les vêtements brodés qu'elle avait laissés dans la malle. Arnaud ne disait plus rien. Il restait debout au milieu du salon, les bras ballants, le visage fermé. Maël a pris une dernière chose, le petit carnet où elle écrivait, celui qu'elle avait oublié dans le tiroir de la table de nuit. Elle l'a ouvert, elle a lu quelques lignes, puis elle l'a refermé. Elle l'a mis dans son sac. Elle a regardé Arnaud une dernière fois. Elle a dit « Je te souhaite de trouver le bonheur, mais pas au prix de la liberté de quelqu'un d'autre. » On est parti. Maël n'a pas regardé en arrière. On est descendu dans la rue. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Maël a respiré profondément. Elle a dit « Maman, je me sens légère. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens légère. » Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, je veux que vous sachiez quelque chose. Cette histoire n'est pas juste l'histoire de Maël. C'est l'histoire de toutes les personnes qui ont perdu leur voix dans une relation. C'est l'histoire de toutes les mères qui regardent leur enfant disparaître sans comprendre pourquoi. C'est l'histoire de tous ceux qui ont pensé qu'ils exagéraient alors qu'ils étaient juste en train d'étouffer. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime pour que je sache que ces mots ont trouvé leur chemin jusqu'à votre cœur. Abonnez-vous pour une nouvelle histoire demain, parce que chaque jour apporte une leçon différente, une douleur différente, une guérison différente. Et écrivez le mot « dignité » dans les commentaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit vraiment. De dignité, du droit de chaque personne de vivre sans avoir à disparaître pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, 6 mois après ce jour-là, Maël va mieux. Elle ne va pas parfaitement bien, parce que guérir d'une emprise prend du temps, beaucoup de temps.
mais elle avance. Elle a trouvé un petit appartement près de la bibliothèque municipale. Elle a repris contact avec ses anciennes amies. Elle a recommencé à étudier pour passer le concours de bibliothécaire. Elle porte des couleurs. Elle rit. Elle choisit ce qu'elle mange, ce qu'elle lit, ce qu'elle fait de ses journées. Elle redevient Maëlle. Pas la Maëlle d'avant Arnaud. Une nouvelle Maëlle. Plus forte, plus consciente, plus libre. Le divorce est en cours. Arnaud a essayé de le contester. Il a envoyé des messages, des lettres. Il a essayé de la convaincre de revenir. Il a essayé de la culpabiliser. Puis il a essayé de la menacer. Mais Maëlle n'a pas cédé. Elle a gardé toutes les preuves, tous les messages, toutes les lettres, tous les vêtements brodés. Elle les a montrés à son avocate. Et son avocate a dit que c'était suffisant pour prouver qu'elle avait vécu sous emprise psychologique. Arnaud a fini par accepter. Pas parce qu'il comprenait ce qu'il avait fait, mais parce qu'il a compris qu'il ne pouvait plus la contrôler. Que cette fois, elle ne reviendrait pas. Que cette fois, elle avait vraiment choisi de partir. Moi, je continue ma vie. Je me lève tôt. Je bois mon café noir. Je mange mon pain grillé. J'écoute la radio. Je descends chercher le courrier. Je salue Madame Cartier. Je nourris les pigeons. Mais maintenant, je vois Maëlle toutes les semaines. On va au marché ensemble le samedi matin. On achète des tomates, des herbes fraîches, du fromage de chèvre. On prend un café à la terrasse du café de la gare. On regarde les gens passer, on parle. De tout, de rien, de la vie. Et je la vois rire. Je la vois choisir. Je la vois exister. Et chaque fois que je rentre chez moi, je regarde le petit carré de tissu brodé qu'elle m'a donné ce jour-là. Le mot silence. Je le garde dans une boîte sur mon étagère. Pas pour oublier, mais pour me souvenir. Me souvenir qu'il faut écouter les silences, qu'il faut regarder au-delà des sourires, qu'il faut poser des questions même quand tout semble aller bien. Parce que parfois, les personnes qu'on aime sont en train de disparaître juste devant nous. Et si on ne fait pas attention, on ne les voit pas partir. J'ai appris quelque chose de tout ça. J'ai appris qu'on peut aimer quelqu'un et quand même lui faire du mal, qu'on peut avoir de bonnes intentions et quand même détruire quelqu'un, qu'on peut être respecté par tout le monde et quand même être dangereux. J'ai appris que la violence ne ressemble pas toujours à ce qu'on croit, qu'elle ne laisse pas toujours des bleus, qu'elle ne fait pas toujours de bruit. Parfois, la violence est silencieuse. Parfois, elle se déguise en amour. Parfois, elle s'habille en protection. Et c'est pour ça qu'elle est si difficile à voir. J'ai aussi appris qu'arrêter d'admirer quelqu'un n'est pas de la méchanceté. C'est de la lucidité. C'est voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on voudrait qu'elles soient. C'est accepter que quelqu'un qu'on respectait n'est peut-être pas celui qu'on croyait. Et que ce n'est pas notre faute. Que ce n'est pas non plus notre travail de le changer. Que notre seul travail est de protéger les personnes qu'on aime. Même si ça veut dire décevoir ceux qu'on admirait. Alors si vous écoutez cette histoire aujourd'hui et que vous vous reconnaissez dans Maëlle, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'exagérez pas. Si vous vous sentez vide, si vous vous sentez prisonnière, si vous ne vous reconnaissez plus, c'est réel. Vos sentiments sont réels. Votre douleur est réelle. Et vous méritez mieux. Vous méritez de choisir vos vêtements. Vous méritez de choisir vos amis. Vous méritez de choisir vos projets. Vous méritez de choisir votre vie. Et si quelqu'un vous dit que vous ne savez pas choisir, que vous avez besoin qu'on vous guide, que vous êtes mieux avec lui qu'avec vous-même, cette personne ne vous aime pas. Elle vous possède. Et ce n'est pas la même chose. Si vous êtes parents, grands-parents, amis, voisins, et que vous voyez quelqu'un qui change lentement, qui disparaît petit à petit, qui perd sa voix, qui perd son rire, qui perd ses couleurs, je vous en prie, ne détournez pas le regard. Ne dites pas que ce ne sont pas vos affaires. Ne dites pas qu'ils sont adultes et qu'ils savent ce qu'ils font. Parfois, les adultes ne savent pas. Parfois, ils sont tellement perdus qu'ils ne voient plus le chemin de sortie. Alors, soyez le chemin. Soyez la lumière. Soyez la voix qui dit « Tu n'es pas seul ». Soyez la porte qui reste ouverte. Soyez la main qui ne lâche pas. Je veux terminer en vous disant merci. Merci d'avoir écouté l'histoire de Maëlle.
Merci d'avoir écouté l'histoire d'une vieille femme qui a failli passer à côté de sa propre fille. Merci d'être resté jusqu'au bout même quand c'était difficile, même quand c'était lourd. Parce que ces histoires ont besoin d'être racontées. Elles ont besoin d'être entendues. Elles ont besoin de circuler pour que d'autres personnes sachent qu'elles ne sont pas seules, que ce qu'elles vivent a un nom, que ce qu'elles ressentent est légitime, qu'elles peuvent partir, qu'elles peuvent se reconstruire, qu'elles peuvent redevenir elles-mêmes. Si cette histoire vous a touché, je vous demande une dernière chose. Laissez un j'aime. Pas pour moi, mais pour toutes les Maëlle qui écoutent cette histoire en ce moment même et qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Abonnez-vous pour entendre une nouvelle histoire demain. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et écrivez le mot dignité dans les commentaires. Juste ce mot. Dignité. Parce que c'est ce que cette histoire défend. Le droit de chaque personne à vivre avec dignité. Sans avoir à se faire petite. Sans avoir à s'excuser d'exister. Sans avoir à broder des mots dans ses vêtements pour se souvenir de qui elle était avant qu'on lui dise qui elle devait être. Dites-moi d'où vous regardez cette histoire. Quelle ville? Quel pays? Quelle heure il est chez vous? Parce que j'aime savoir que ces mots traversent les distances, qu'ils arrivent dans des cuisines, dans des chambres, dans des voitures, dans des moments de doute, dans des moments de courage. J'aime savoir que quelque part, une personne écoute et se dit peut-être que oui, elle mérite mieux, que oui, elle peut partir, que oui, il y a une vie après l'emprise, une vie où on peut rire sans demander la permission, une vie où on peut pleurer sans qu'on nous dise qu'on exagère, une vie où on peut simplement être, sans avoir à disparaître pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. De mon cœur au vôtre, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Écoutez les silences, regardez les petits changements, posez des questions douces, ne forcez personne, mais restez présent, restez disponible, restez cette porte ouverte. Parce qu'un jour, quelqu'un que vous aimez pourrait avoir besoin de franchir cette porte. Et ce jour-là, vous voudrez qu'elle soit là, grande ouverte, avec la lumière allumée, et quelqu'un debout de l'autre côté pour dire « Bienvenue chez toi ». Tu es en sécurité maintenant. Tu peux respirer. Tu peux être toi-même. Tu n'as plus besoin de porter ces mots brodés dans tes vêtements. Parce qu'ici, tu as le droit de parler. Tu as le droit de choisir. Tu as le droit d'exister exactement comme tu es. À demain pour une nouvelle histoire. Une histoire différente. Mais toujours une histoire qui porte une leçon. Une histoire qui vient du cœur. Une histoire qui pourrait changer une vie. Peut-être la vôtre, peut-être celle de quelqu'un que vous aimez. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, la dignité n'est pas un luxe, c'est un droit. Le droit de chaque personne de vivre libre, vraiment libre.